Âme d'artiste, le podcast chill qui s'intéresse au tréfonds de ton âme et à la créativité. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Âme d'artiste, le podcast qui creuse les tréfonds de l'âme et de la créativité. Et nous sommes repartis pour une saison 3, les amis. Comment allez-vous tout le monde ? Moi, je suis extrêmement heureux de vous retrouver au micro du podcast, évidemment. Et j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2025. J'espère qu'elle ne commence pas de manière trop difficile pour vous. On a eu quelques mauvaises nouvelles en ce moment avec la franchise TVA de base de Monsieur Bayrou et ce fameux 49.3, ce qui va encore nous mettre des bâtons dans les roues. Et ça tombe bien parce que ça va être le sujet de toute cette saison 3 en fait. Ça va être de casser des mythes, histoire de montrer au monde que notre métier est un vrai métier et qu'il est assez compliqué comme ça. Donc il ne faudrait pas rajouter des bâtons dans les roues. Et je vous dis ça parce que j'ai envie aussi pour moi-même d'essayer de creuser un peu le métier de l'illustration et de faire en sorte un peu de revaloriser tout ça. Déjà pour montrer au monde que l'illustration est importante, que la créativité est importante et que la culture au-delà de ça est très importante dans une société équilibrée et saine, mais aussi pour moi-même, histoire de me redonner un peu de kérosène dans le moteur, si vous voulez, et faire en sorte que 2025 soit une année où je lance une bonne fois pour toutes ma carrière d'illustrateur sur de bons rails qui puisse suivre plusieurs années de manière tranquille. Surtout que sur le plan personnel, il y a plein de trucs super cool qui arrivent et j'aimerais vraiment faire fructifier tout ça avec un métier où je me sens bien dedans. Donc voilà, ça sera le but de cette saison 3. Ça sera donc de casser certaines idées reçues, et de montrer une bonne fois pour toutes que oui, illustrateur est un vrai métier, comme le titre de ce podcast l'indique. Alors évidemment, illustrateur est un vrai métier, c'est pas en un épisode de podcast que je vais pouvoir vous le démontrer. Je pourrais, avec beaucoup de travail, et si nous avions 5 heures à passer ensemble, mais je pense que comme vous et moi, vous avez beaucoup de choses à faire, et je pense que je parle aussi pas mal à des gens qui savent déjà que oui, effectivement, illustrateur c'est un vrai métier. Mais voilà, si jamais vous pouvez le partager aux autres, ça va être le but de cet épisode, ça va être un peu d'introduire cette saison 3 et de commencer un peu à creuser des petites routes, des petits sillons que nous allons suivre tout au long de cette année 2025, tous ensemble. Donc, comme je le disais, j'ai envie de lancer cette année clairement sur de bons rails ma carrière d'illustrateur, de créateur de contenu, de podcasteur, bref, de créatif. Parce que 2024, ça a été une année assez compliquée. J'ai pas eu du tout de revenus ou juste sur la fin. Je dois avoir un CA qui s'élève à, attention, accrochez-vous bien à votre casque, ça doit être 1800 €. Voilà, je suis un fier indépendant. Voilà, je réussis de belles choses dans ma vie. Blague à part, ça a été vraiment une année très compliquée, des relents de dépression, plein de petites choses à déconstruire. Bref, c'était pas super simple. Et surtout, ça a été plein de questionnements sur ma vie, autant personnelle que professionnelle. Et c'est aussi ça qui me meut à faire cet épisode de podcast et plus largement cette saison sur le fait de casser des mythes et les idées reçues. C'est histoire de me rassurer aussi que je suis sur la bonne voie, mais aussi que ça puisse être des épisodes que vous puissiez donner aux gens qui ne sont pas de ce métier et qui puissent donner une voix parmi tant d'autres sur le métier de l'illustration, de la créativité et en quoi ce n'est pas simple et que c'est un métier tout aussi difficile que d'autres, avec ses propres pénibilités, mais aussi avec ses moments de joie et de sympathie quand même, faut pas déconner. Mais voilà, si ça peut aider les gens, ça serait super chouette. Et si derrière en plus ça vous donne envie à vous qui m'écoutez de partager votre ressenti sur le métier, alors là ça serait vraiment encore mieux. Bref, revenons sur le sujet. Donc je disais 2024 a été une année assez compliquée, sans revenus et pleine de questionnements, et donc ça a réveillé chez moi pas mal de pensées négatives et de fausses croyances qui ont la peau dure dans notre carrière et dans notre métier. C'est pas simple, on a toujours des idées reçues qui viennent nous tapoter sur l'épaule. Alors, des fois, ça peut être des trucs
Oh, excusez-moi, je bug, la reprise est difficile. Moi, ça prouve que c'est complètement en live, excusez-moi, mes amis. Donc je disais, ça peut être des fausses croyances qui arrivent tout bonnement dans notre tête par nous-mêmes, mais ça peut être aussi les classiques phrases qu'on peut entendre sur un coin de table, dans une discussion entre amis, ou alors quand on est en festival et qu'on est en train de dessiner, et puis que la personne en face de nous n'est pas très compréhensive, ou alors pire que tout, c'est le client lui-même qui vient nous demander des choses créatives, mais qui a ses propres idées reçues et qui du coup s'attend à ce que ça tourne comme lui, il l'entend. Bref, je pense qu'il y a pas mal de cas comme ça. Et du coup, c'est très paralysant, c'est très sclérosant, et puis des fois, ça nous fout vraiment le moral dans les chaussettes, et ce n'est pas simple. Et l'une d'elles, c'est une connerie qui m'est souvent revenue en tête lors de mes crises d'angoisse professionnelles, et qui est par exemple que j'en ai marre qu'on ne considère pas notre boulot alors qu'on est la même galère que tout le monde, qu'on a la même galère que tout le monde. En gros, El Famoso, comme le titre de l'épisode le dit, illustrateur, ce n'est pas un vrai métier. Et je pense que vous la connaissez très bien, cette phrase. Et du coup, il est temps de lui mettre un bon pied-bouche dans la tronche à ce petit mythe et essayer de, par cet épisode, mais aussi, comme je disais, toute la saison 3, de revaloriser un peu ce métier et de montrer aux autres que oui, illustrateur, c'est un vrai métier et qui peut être très sympa comme très difficile, bref, comme tous les métiers. Le pire avec cette idée reçue, c'est que je crois que je l'ai toujours entendu avant même de commencer à être illustrateur professionnel. Avant même de commencer à tenir un crayon, je pense que j'ai dû l'entendre ici et là. On a tous et toutes en tête des récits d'artistes pluriels qui se sont heurtés à cette phrase, à cette idée reçue que non, illustrateur c'est pas un vrai métier. Ou en tout cas ça va être un métier très difficile, un métier de crève la faim. Moi j'ai plein d'exemples en tête de gens qui commencent leurs interviews pour raconter leur carrière d'illustrateur et d'illustratrice, où ils disent mes parents ils y croyaient pas beaucoup. Mes parents ils y croyaient pas beaucoup, mes proches ils y croyaient pas beaucoup. Et du coup, ça forge un peu un mythe, hein, comme quoi illustrateur c'est pas un métier qui rémunère énormément. Alors c'est pas non plus évidemment un métier où tu finis milliardaire, hein, évidemment. Il a énormément de difficultés, il a énormément de bâtons dans ses roues, comme je le disais. Mais ce n'est pas un métier non plus, on est obligé d'être l'artiste maudit qui paye avec ses morceaux de toile qui ne valent rien. Non, il y a moyen d'avoir une vie complètement décente, c'est juste qu'il faut s'en donner les moyens, et le problème c'est que pour réussir à s'en donner le moyen, il faut être bien dans sa tête, et si à tue-tête justement on entend tout le temps « Ah c'est pas un vrai métier, ah c'est compliqué, ah vous êtes des crèves la faim », ça donne pas vraiment envie de se lancer en fait, parce que l'humain est ainsi fait, on retient plus souvent le négatif pour essayer de construire quelque chose dessus que juste le positif. Donc du coup c'est vraiment pas simple, et ça vient autant des proches que des parents et que du tout venant, voire même des clients eux-mêmes comme je le disais. Et ça peut avoir des conséquences parfois terribles pour la détermination, surtout des jeunes créatifs et créatives. C'est des phrases qui peuvent être complètement assassines, quoi. Et je pense que tout ça provient tout bêtement du fait que on dessine depuis tout petit, tous et toutes, on a tous et toutes tenu un crayon à la maternelle ou même plus jeune. Et je pense que dans la tête de pas mal de gens, ça reste lié à l'enfance, parce qu'il y a un certain âge où on arrête de dessiner, on est intéressé par d'autres trucs. Certains vont plus s'orienter vers la lecture, d'autres vers les jeux vidéo, d'autres vers la télévision. Certains vont devenir hyper social et sortir tout le temps avec leurs copains pour taper un foot. D'autres, avec leurs copines, vont décider de souvent sortir, discuter, échanger. Bref, il y a des clivages qui font parce qu'on grandit tous et toutes, hein, évidemment, c'est normal. Mais des fois, chez la plupart des personnes, le dessin ne devient plus quelque chose qui occupe et qui devient un passe-temps aussi complet que quand on était petit. Et du coup, ça fait que je pense, chez certaines personnes plus adultes et qui ont avancé dans leur vie avec leurs difficultés, ça fait un peu les petits Mickey d'enfants, vous voyez. Ça fait un peu « Ah, toi, tu continues de dessiner, c'est mignon. » De dessiner, pardon, c'est mignon. Et je pense que ça fait partie d'un peu du truc qui dévalorise, parce que ça infantilise un peu notre métier. Et ça fait que, aux yeux de ces gens-là, ça fait pas un vrai métier, parce que vous continuez de vivre sur quelque chose qui est relié à l'enfance, pendant que moi, je trime comme pas possible.
et que je me bats contre plein d'injustices et d'inégalités dans mon métier, nanana, nanana. Bref, je pense qu'il y a un peu de ça aussi là-dedans. Chez certaines personnes, peut-être ça peut être aussi de la jalousie, je sais pas, mais j'ai pas envie d'aller là-dedans parce que j'ai pas envie d'aller sur un terrain où j'essaie de dépister complètement mentalement ce que pensent les gens. Je pense pas que ça soit que de la jalousie. Et je pense que chez certaines personnes, ça peut aller jusque-là. Je pense à ça parce que souvent on entend ce genre de phrase sortie de manière gratuite et je vois pas l'intérêt de la sortir gratuitement que pour se valoriser soi-même, de se dire « Ah, je me sens mieux que la personne en face de moi ». Bref, c'était une idée qui me passait par là. Vous en faites ce que vous voulez. Mais donc voilà, je pense que c'est parce que c'est souvent lié à quelque chose de l'enfance et que du coup, c'est très compliqué pour ces gens-là de se dire « Ah, mais on peut gagner notre vie avec des trucs liés à l'enfance ?» Peut-être qu'il y a les mêmes problèmes avec les streamers qui streament du jeu vidéo. Je pense que certaines personnes ont du mal à se dire qu'on peut vraiment gagner sa vie en faisant du jeu vidéo sans forcément être codeur, développeur ou DA sur un jeu vidéo, mais juste de streamer des jeux vidéo et de faire de l'entertainment pour les gens avec. Je pense que certaines personnes ont les mêmes blocages parce que justement, les jeux vidéo, c'est pas sérieux, c'est un truc qu'on fait le dimanche quand on n'y joue pas beaucoup. Et les passionnés, ils ont peut-être un problème, tu vois. Du coup, je pense qu'il y a vraiment ce truc de « Ah, c'est lié à l'enfance, donc du coup, c'est compliqué de se dire qu'on peut bâtir quelque chose une fois adulte dessus qui soit pérenne et qui nous permette de vivre complètement dans une société, quoi. » Mais ça, c'est parce que c'est lié à pas mal de méconnaissances et de non-prise de conscience que le dessin est partout autour de nous. Je vais reprendre l'exemple des artistes dans leurs interviews qui expliquent comme quoi souvent leurs parents ou leurs proches leur disent que c'est pas une bonne idée parce que c'est très compliqué financièrement parlant. Mais très souvent, certains vont aider à déconstruire ces pensées-là auprès de leurs parents et de leurs proches en leur disant « Bah oui, mais le dessin, c'est partout. La voiture que tu conduis, elle a été designée par des concepteurs graphiques, des concepteurs de... j'ai plus le nom, mais de voitures. Des concepteurs auto, on va appeler ça comme ça. Les outils qu'on utilise tous les jours, ils ont forcément été sur une table à dessin pour dessiner le plan de réalisation pour qu'ensuite ça passe à la machine. Toutes les séries, tous les films, tous les programmes télé que l'on regarde très souvent, surtout quand c'est de l'audiovisuel avec de la narration, ce genre de choses, ça va passer par du storyboard, ça va passer par de la conception de design de personnages pour les films d'animation. Bref, le dessin finalement, il est partout. Et très souvent, même dans les petites choses futiles, le nombre de fois où on prend le stylo pour dessiner sur un bord de cahier pendant qu'on est en train de passer un coup de fil pas du tout agréable administratif. Donc voilà, c'est la méconnaissance principale. Je pense que c'est oublier que le dessin, il est partout, il est tout autour de nous et qu'il sert tout le temps et qu'on n'a jamais rien fait de mieux en tant qu'être humain pour communiquer sur nous-mêmes que de dessiner. La plus vieille chose que l'on a sur l'histoire de l'humanité et sur les personnes préhistoriques, c'est les dessins dans les cavernes. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ce besoin de marquer sur la pierre des choses que l'on voyait dans le monde autour de nous et d'en faire quelque chose, de s'exprimer. Au-delà même du langage qui se crée entre les individus. C'est une manière de communiquer, mais aussi de poser à plat ses idées et de pouvoir les échanger avec les autres. Donc c'est quelque chose qui est déjà énormément présent et du coup ça déjà casse un petit peu ce truc de illustrateur, c'est pas un vrai métier parce que illustrateur, ça aide à partager des choses. Ça peut aider à partager de la narration, ça peut aider à partager des idées, des histoires, des points de vue aussi. On verra plus tard dans la saison. Bref, le dessin peut tellement servir à plein de choses et à communiquer sur des choses qui sont parfois intangibles que oui, finalement, être illustrateur est un créatif de l'image, quel que soit le métier qui en découle derrière, comme facilitateur graphique, concepteur artistique, matte painter, etc., etc. C'est contribuer par le dessin à ce que quelque chose aboutisse. Et c'est pour ça que c'est super important et que moi ça me blesse quand j'entends que illustrateur ce n'est pas un vrai métier. Parce que si, en fait, c'est un vrai métier et même au-delà d'être un métier, c'est quelque chose de primordial en tant qu'être humain de pouvoir communiquer quand on a du mal à sortir ses sentiments, quand on a du mal à sortir des choses qu'on a dans la tête, à s'exprimer sur des concepts, ou alors qu'on est carrément par la maladie ou un handicap incapable de communiquer
par la parole, par exemple, le dessin peut aider. Et même en soi, si on va plus loin que ça, l'écriture, c'est du dessin. On prend un outil pour poser sur une feuille des mots. Et les gestes qu'on emploie, c'est du dessin. C'est pas non plus de l'illustration, mais c'est du dessin, c'est de la créativité. Et la preuve, c'est que chacun a une écriture bien à soi. On nous apprend les cursives à l'école avec les belles boucles, écrire de manière très propre et bien lisible. Mais avec le temps, chaque personne, chaque individu se forge sa propre écriture, sa propre identité par l'écriture. Et c'est des mécaniques qui sont créatives par essence. Donc voilà, moi c'est mon avis question, c'est mon avis question, bien sûr, Mehdi. C'est mon avis personnel. Je pense que c'est parce que on met trop le dessin du côté enfant et on met pas assez l'emphase sur le fait que le dessin est par essence humain et par essence hyper important dans le développement des êtres humains et de leur manière de communiquer avec les autres. Et donc, par essence derrière, par corollaire, qui peut amener à aider une société à avancer. C'est pour ça que je trouve que c'est super important qu'il y ait toujours de la culture dans une époque aussi difficile que la nôtre, que ce soit par la BD, que ce soit par les images animées, que ce soit par l'industrie du cinéma ou de l'audiovisuel qui des fois utilise aussi des illustrations, que ce soit aussi dans les services administratifs, dans les mairies, etc., qui est toujours de l'image créée par un humain, attention, pour montrer et pour partager et pour aider les gens à comprendre des concepts. Je trouve ça super important. Mais admettons, du coup, que illustrateur, ce n'est pas un vrai métier. Admettons. Mais du coup, c'est quoi un vrai métier ? Et encore plus loin, qu'est-ce que c'est un métier sûr ? Si on a un métier de crève la faim, qu'est-ce que c'est un métier sûr ? Est-ce que caissier, aide-soignant ou encore éboueur est un métier plus sûr que celui d'illustrateur ? Je suis pas convaincu. Sincèrement, si vous me demandez, je ne pense que je ne suis pas convaincu. Il n'y a pas un métier au-dessus de l'autre. Quand on y regarde de plus près, illustrateur, c'est un métier aussi dur qu'un autre, que ceux que je vous ai cités, avec ses avantages et ses inconvénients, ses pénibilités, ses handicaps, ses questionnements, ses émerveillements aussi et ses surprises. Mais voilà, finalement, comparé aux autres, ça n'a pas trop de sens, vu que chaque métier a ses particularités, ses pénibilités et ses inégalités. Moi, je trouve que c'est complètement incongru d'essayer de mettre des métiers au-dessus des autres. Pourtant, des métiers dits pénibles, aux yeux de certaines personnes, ça semble plus sûr financièrement que celui de créatif. Et ça, je pense que c'est parce que par essence, le métier d'illustrateur, c'est un métier d'indépendant. C'est des métiers où on est très souvent nos propres patrons. Il n'y a pas vraiment de CDI d'illustration. Généralement, ça va être une sous-catégorie dans la grande valise qui est le métier du graphisme. Et du coup, vu qu'il n'y a pas ce truc de illustrateur en CDI dans une société avec le patron qui gère toutes les charges, etc., et que du coup, on a tous les mois un revenu fixe, etc., ça participe au fait que ce métier n'est pas sûr. Alors, quelque part, oui, effectivement, c'est pas sûr parce qu'il faut cravacher, il faut maintenir un rendement, il faut se tenir au courant des tendances, etc. On est nos propres patrons, encore une fois, on est nos propres directeurs artistiques, on est parfois nos propres ressources humaines. On est nos propres publicitaires, nos propres community managers. Mais oui, c'est moins sûr sur ces plans-là. Mais une fois que ça roule, il n'y a pas de raison que ça s'arrête si tu y vas à fond. Moi, le premier, je serais content qu'il y ait des CDI d'illustration. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et là, j'avoue que je botte en touche. Je ne saurais pas vous dire pourquoi ça n'existe pas. Peut-être parce que ça s'est fait comme ça. Et oui, effectivement, ça peut paraître de loin très insécurisant. Mais parce que peut-être on a trop cette impression que tout doit être vu du point de vue CDI. Et que c'est oublié que certains métiers ne peuvent pas l'être comme ça. Parce que il faut être son propre patron. Il faut avancer. Et il faut creuser tous les jours. Du coup, c'est pas simple, quoi. Mais finalement, est-ce que le fait d'être indépendant rend notre métier si insécure que ça ? Moi, je pense que si vous interrogez des caissiers et des caissières, des aides-soignants,
Moi, je sais que ma mère, par exemple, était soignante. Et elle m'a raconté que même si le métier techniquement sur ces points-là, administratifs, est très froid, sont très sûrs parce que tu as du revenu tous les mois. Ah, finalement, ma mère rentrait tous les soirs avec plein d'insécurités, plein de questionnements, avec toujours sa passion pour aider les gens et ses patients. Mais finalement, toujours plus de complexion, de difficultés dans son métier. Des mesures toujours plus drastiques, des ressources qui s'amenuisent au fur et à mesure, ses collègues qui s'amenuisent au fur et à mesure parce que vous comprenez, il faut que 2 aides-soignantes par couloir, sauf qu'il y a 25 patients par couloir. Du coup, ok, tu as la sécurité de l'emploi, mais derrière, est-ce que tu as la santé mentale? Est-ce que tu as la santé sociale? Est-ce que tu as la santé professionnelle? Je suis pas sûr. Et je pense que si vous interrogez les métiers comme ça, plus dits de pénibilité, je pense que si on leur assurait qu'ils seraient mieux dans leur peau et qu'ils pourraient mieux faire leur métier en étant totalement indépendants, je pense que certains accepteraient de prendre le risque d'être indépendants et de paraître comme un métier de crève-la-faim, si derrière ça leur permet de faire leur métier avec toutes les ressources possibles. C'est une question de point de vue, je pense. Et voilà, du coup c'est un non-sens pour moi de comparer et de se dire que illustrateur c'est pas un vrai métier, parce que qu'est-ce que c'est un vrai métier ? Pour moi, un vrai métier, c'est un métier que tu peux faire tout le temps et que tu es toujours passionné dedans et que ça a un but et que ça sert à quelque chose. Et que en plus, derrière, ça te permet de vivre. Question de point de vue. Après, si on cherche un peu plus loin, peut-être que ça remonte encore une fois à l'enfance et à la scolarité. D'après Marie Boudon, qui est illustratrice, et qui dit ces mots suivants, « Toute l'éducation est centrée sur les matières intellectuelles dites nobles. Les cours d'art plastique ou de musique sont relégués au dernier plan. » Moi, je suis assez d'accord avec ça, quoi. En caricaturant, passer la maternelle et le primaire, l'art, ça devient un bouche-trou de planning scolaire et tu fais pas grand-chose d'autre, quoi. C'est relayé à la flûte Maped et aux pauvres 2 heures d'art plastique au collège le vendredi, quoi. C'est encore une fois pas quelque chose de sérieux et très souvent, quand on voit des sketchs sur l'éducation nationale, c'est ah là là, mais à quoi ça va te servir de savoir jouer de la flûte Maped ? À quoi ça va te servir de faire des dessins le vendredi après-midi en cours d'art plastique ? Alors que, encore une fois, comme je vous le disais dans la partie d'avant, c'est une manière de communiquer, c'est une manière de sortir ses sentiments, ses émotions. Alors oui, ça va pas parler à tout le monde, ça va pas être utile pour tout le monde, mais c'est quelque chose de récréatif qui fait du bien et qui permet peut-être de créer des vocations et de pouvoir partager des choses les uns avec les autres. Donc, peut-être que oui, le problème vient dès l'école où on met ces choses-là un peu en bouche-trou, avec très peu d'heures, et pas dans leur but profond selon moi, qui est un peu palliatif de tout le reste, des matières très lourdes et sérieuses et très compliquées, de pouvoir avoir ces petits moments de respiration, tu te dis « Ah là, je me concentre que sur moi, ma créativité, et en plus je peux créer des choses et je peux faire des émotions avec, je peux partager mes émotions. » Et je pense qu'on sortirait de l'école tous plus sains et sereins et sereines les uns les autres si on acceptait une bonne fois pour toutes de faire des moments dès l'école où créer est une chose nécessaire pour pouvoir aller bien. Je pense même que ça aurait de très bons effets sur tout le harcèlement scolaire et que ça diminuerait si on permettait aux gens qui harcèlent, par exemple, de se dire tu vois, plutôt que d'harceler, peut-être que si tu prends ta flûte Maped ou que tu prends tes feutres et tes pinceaux, tu pourrais exprimer toute la haine que tu as dans toi et que tu pourrais en faire quelque chose et que les gens pourraient aller vers toi pour te dire tu sais, je comprends ce que tu ressens et que du coup, on pourrait être potes plutôt que tu me tabasses à la sortie de l'école. Bref. Et c'est encore une fois des petites réflexions. Je vous dis, cet épisode, ça va être beaucoup de questionnements, ça va amener beaucoup d'introspection et de questionnements, je n'ai pas de meilleur mot. Et du coup, voilà, je vous laisse avec ça un petit peu et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vous évoque. Moi, tout ça, ça me fait penser à mon expérience personnelle de la fac, où dans les premiers jours, quand on commence à nous présenter les UFR de la fac, alors pour vous remettre dans le contexte, moi j'ai fait 3 années de fac à l'université Paris 8 Saint-Denis, qui est une fac d'art plastique, mais je crois qu'il y a d'autres cursus, mais je sais plus trop.
Je crois qu'il y a de la photo, il y a aussi du droit, je crois aussi une partie du droit et de la philo aussi. Et qui avant était à Vincennes, je crois, de souvenir. En fait, ces premiers jours-là, évidemment, on te présente les profs, les référents, l'équipe pédagogique, etc. Bref, comment fonctionne un peu le bousin. Mais surtout, ils essayent de prendre un peu la température de pourquoi les élèves viennent ici, parce qu'ils acceptent un peu tout le monde, mais ils essayent quand même un peu de voir. Du moment que tu payes tes droits d'entrée à la fac, après, voilà, tu es un mouton parmi tant d'autres. Oui, excusez-moi, j'ai pas beaucoup aimé la fac, en dehors de certains points. Et du coup, ils te posent des questions. Et l'une des questions, c'est pourquoi vous venez ici? Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard en entrant à la fac? Les 3/4 du temps, les gens répondent peut-être un peu artistes de manière générale. Mais là où ça m'avait marqué à l'époque, c'est que un des profs s'est levé et a dit, et du coup, ok, qui veut devenir prof? Et là, t'as l'intégralité quasiment de l'amphithéâtre qui a levé la main. Et derrière, ce même prof qui dit, mais vous savez que vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez être artiste, vous pouvez être curateur artistique, vous pouvez bosser en galerie, vous pouvez bosser en musée, vous pouvez devenir agent d'artiste. Enfin bref, il y a plein de possibilités autres autour pour aider les créatifs sans forcément devenir les créatifs. Et je pense que c'est parce que oui, dès le début, on te montre que l'art, c'est lié à l'école, ça va pas plus loin, et que c'est, encore une fois, comme on disait, relayé avec la flûte Maped et les cours de techno, quoi. C'est un peu dommage. Et un autre truc aussi, moi, que ça me fait penser, c'est que même quand tu arrives à rentrer dans une école d'art, finalement, ça t'aide pas non plus sur ce plan-là. Mais là, on va revenir sur le côté très indépendant, très freelance, très entreprise, quoi. Parce que j'entends de plus en plus ce discours auquel je suis assez d'accord, que finalement, on t'apprend à rentrer dans une industrie, on t'apprend à travailler en agence, une agence publicitaire, une agence de marketing, mais on t'apprend pas à te lancer en solo. Tu n'as aucun cours qui te permet de savoir comment vivre indépendamment de son art, de sa créativité, quel que soit le domaine. Et du coup, je trouve que c'est pas super. C'est pas super parce que derrière, ça ne permet pas d'ouvrir déjà des portes d'entrée à d'autres métiers. Il faut que tu sois dans une agence, dans un métier sécuritaire, avec ses codes et ses règles. Donc si toi, tu n'entres pas dans ce carcan-là, t'es baisé. Mais c'est surtout que même si tu vas dans des agences et que tu travailles comme ça, tu sais pas comment bosser avec des freelances. Parce que tu ne sais pas comment ça se passe du côté freelance. Donc du coup, il y a un équilibre déséquilibré qui se fait. Et moi, je trouve que c'est pas super, quoi. C'est pas super du tout. Donc voilà, c'est tous ces petits trucs-là. Ah, et ça me fait penser aussi, si on va plus loin, je pense qu'aussi un des problèmes avec cette idée reçue, c'est que ça vient aussi peut-être d'une valorisation que de ceux qui réussissent à l'extrême. Et je pense que les réseaux sociaux ont contribué à ce clivage de reconnaissance et de valorisation. Par exemple, très souvent, quand on pense à des artistes, on va penser à des artistes qui réussissent extrêmement bien. Alors je suis désolé, c'est le premier nom qui me vient, c'est pas une très bonne personne, mais Picasso, par exemple. Alors, on pense à Picasso. On pense à Léonard de Vinci. Ça commence à faire un peu vieux. Mais si on va plus récent et qu'on va dans le milieu de la bande dessinée, on va penser à des Hergé, on va penser à des Sampé, on va penser à des Zep. Je suis désolé. C'est un fait aussi et que on valorise aussi surtout les hommes. Voilà. Mais là, par exemple, cette année, on a montré que Anouk Ricard, lors du festival d'Angoulême, était aussi quelqu'un qui réussit énormément bien, sans pour autant avoir une carrière plus ou moins bien que les autres noms que je vous ai cités. Mais on valorise que les noms de ceux qui réussissent depuis des dizaines et des dizaines d'années, et c'est oublier les petites victoires des petites gens, en fait. C'est obligé que, être un artiste accompli, c'est pas forcément être un artiste qui est bankable, qui va être invité sur tous les plateaux d'émissions de livres. Ça va être aussi des artistes qui réussissent tout bêtement à avoir une année où ils se sont pas sentis insécuritaires sur le plan de finances.
et qui ont réussi à nourrir leur propre bouche, mais aussi celle de leur famille, à payer leur loyer, à faire des sorties et à vivre convenablement. Je pense que si on valorise pas assez les gens dans ce métier-là de l'illustration, mais plus au-delà de la création, on ne valorise pas assez les gens qui se satisfont de vivre correctement et décemment. Et je trouve ça un peu dommage. Et c'est pour ça que moi, je suis super intéressé par les podcasts et par les vidéos YouTube d'artistes plus modestes, et pas seulement les rockstars, parce que justement, ils ont ce truc parfois, de se dire, bah moi, vous savez, je vis convenablement et je suis très bien. Je fais le boulot que je rêve, je transmets les émotions, je fais de la narration, je m'éclate comme pas possible. Mais je n'ai pas besoin d'avoir une carrière à la Sampé ou à la ZEP, quoi. Alors, c'est pas pour aller contre ces carrières-là. Tant mieux. Moi, je souhaite moi-même un jour peut-être d'avoir une carrière comme celle-là, mais on n'est pas obligé. Pour vivre convenablement, on n'est pas obligé. Et les réseaux sociaux aident pas du tout là-dedans parce que c'est une culture de être le plus vu, le plus reconnu, d'être le plus influenceur. Et finalement, on se retrouve à être influencé et influençable. Et finalement, on court plus après les likes que par peut-être une cohésion artistique, créative, et par ce qui était le but à la base des réseaux sociaux, créer du lien. C'est un peu dommage. Bon, et puis, on va pas le cacher, mais le contexte politique actuel n'aide pas non plus. Coucou Bérou et son 49.3 sur la franchise de la TVA. Alors, comme ça vient de tomber, je suis encore en train de me renseigner là-dessus, donc je vais pas pouvoir vraiment faire une grosse parenthèse dessus pour vous expliquer ce que ça consiste et en quoi ça peut être dangereux. Tout ce qui est sûr, c'est que mon instinct me dit que ça pue complet cette histoire et que ça va être très compliqué parce que tout d'un coup, on va devoir se retrouver à payer de la TVA plus tôt que prévu. Et payer de la TVA, quand on est des artistes indés, ça peut être très difficile, voire dangereux, quand on t'enlève 20% de ton revenu, sans compter tout ce qui est IRSEC, tout ce qui est URSAF, tout ce qui est impôts, tout ce qui est d'autres trucs. Donc du coup, encore une fois, c'est un truc qui a été pensé pour les plus grosses entreprises et pas pour les modestes comme nous. Du coup, c'est pas simple. Puis en plus, derrière, au-delà de ça, politiquement parlant, on a de la désinformation, on a les intelligences artificielles qui aident pas non plus et que les politiques ne font pas encore grand-chose dessus pour légiférer. On a la culture de la peur, le fascisme qui monte. Bref, c'est plein de petits trucs comme ça qui montrent, de par l'histoire qui s'est passée avant nous, que c'est pas super cool pour la culture et encore plus pour les métiers créatifs de l'image. Donc du coup, ça aide pas non plus à se sentir bien et à se dire que notre métier est bon. Même des fois, ça peut amener à se dire mais pourquoi je continue de dessiner alors que le monde il est en train de devenir de plus en plus noir. Et c'est là que je vous dirais que si, c'est à ce moment-là, si vous avez écouté tout l'épisode, c'est à ce moment-là qu'on ressort la carte de si c'est nécessaire parce que ça permet de créer du lien entre les gens, ça permet de partager des émotions et des points de vue. Et que si nous on n'est plus là avec nos petits dessins pour pouvoir rappeler des faits simples d'humanité, de partage et de sensibilité, d'empathie, qui va le faire en fait? Parce que si les autres s'autorisent pas à le faire, comment on va faire? Donc oui, dans ces moments-là très difficiles, même si ça nous fait pleurer, même si ça nous fait mal, il faut sortir les crayons, il faut essayer de créer des choses. Et si on n'arrive pas à tenir un crayon parce qu'on a trop de peine, on prend le micro et on parle, on écrit des chansons, on prend sa caméra, son téléphone et on filme des trucs. Et on sensibilise les autres et on essaye de recréer un peu ce qu'étaient à la base les réseaux sociaux, c'est-à-dire un truc pour créer du lien et partager des choses, et pas juste pour désinformer et faire de la peur. Voilà, c'était mon petit instant gaucho, évidemment, je pense que ça vous avait complètement manqué. Évidemment. Mais bref, tout ça, ça doit changer. Je pense que tout ça doit changer pour faire en sorte que ce métier soit mieux, soit revalorisé, et qu'on comprenne l'importance du métier de l'illustration, et qui est un métier aussi important que les autres, et que la création dans son ensemble est un métier super important. Mais du coup, c'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Parce que là, je viens de vous déblatérer pendant, une trentaine de minutes, plein de choses sur le mythe de l'illustration, c'est pas un vrai métier. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, c'est prendre la parole. Si vous êtes créatif et que vous aussi, ça vous touche le fait qu'on dise de votre métier que c'est pas un vrai boulot, prenez la parole. Écrivez,
tournez des choses, filmez, mettez des stories, des reels, devenez un peu créateur de contenu à votre échelle et partagez votre métier, partagez votre quotidien, partagez vos peines, vos difficultés, partagez vos joies aussi, ce qui vous rend heureux de le faire. Osez prendre la parole et ne vous censurez pas. On s'en fout que ça soit balbutiant, on s'en fout que des fois ça soit un peu cringe, du moment que l'essence même est de dire voilà, ce moment-là je le prends pour moi pour partager à ma communauté, mais aussi aux gens qui connaissent pas trop ce métier, en quoi c'est un bon métier et en quoi il fait du bien. Je pense que le contrat est déjà réussi. Le reste c'est que de la forme et ça se travaille. Mais je pense que surtout en ce moment avec tout ce qui se passe, comme je le disais, oser prendre la plume, le pinceau ou le micro, c'est déjà en soi faire un acte et faire quelque chose qui aide à revaloriser notre métier et qui aide à le pousser beaucoup plus loin et à le revaloriser. Je pense que c'est important. Donc oui, utilisez les réseaux pour utilisez les réseaux pour vulgariser votre métier. Maintenant, on a plein de trucs. On peut faire des articles LinkedIn, on peut faire des posts Instagram. Pour ceux qui ont le matos ou même juste le téléphone correct, maintenant les téléphones ils ont des capacités d'enregistrement et d'images super correctes. Ouvrez une chaîne YouTube. Même si c'est que des vidéos de 5 minutes, on s'en fout de l'algorithme, on s'en fout, machin. Ça c'est du détail, ça s'optimise. Mais l'acte même de se dire vas-y, là je prends la parole, j'y vais et je balance ce que j'ai, je pense que ça peut faire que du bien. Cet épisode, il est pas parfait. Si j'avais voulu qu'il soit parfait, déjà je l'aurais pas fait en live, je l'aurais scripté. Mais c'est surtout que si j'avais voulu qu'il soit parfait, mais ça aurait été toute la saison sur ce thème de illustrateur, c'est un vrai métier. Parce qu'il aurait fallu faire plein de trucs, faudrait interviewer des gens, faudrait faire plus de recherches encore. Ce que je vous partage là avec cet épisode, c'est un avis. C'est une vision, c'est un ressenti. Et vous avez tout à fait le droit de pas avoir le même, ou que ça soit le même mais un peu différent. Et s'il est différent, mais partagez-le. Et même si c'est le même, partagez-le, donnez votre point de vue, donnez votre expérience, partagez vos choses. Je pense que c'est le plus important dans cette période dure. Et que c'est le plus important pour revaloriser le métier. C'est de montrer qu'on existe, et pas de devenir une majorité silencieuse. Essayons un peu de se mettre au même niveau que les rockstars de l'illustration, qui eux ont l'avantage quelque part de se faire contacter par les médias pour parler de leur dernière sortie. Parlons de nous, créons nos propres médias. Allons sur les réseaux sociaux et parlons de notre métier. Je pense que ça peut faire que du bien. Je pense qu'aussi ce qui peut faire du bien, c'est de soutenir les artistes qu'on aime. Là, ça va déjà en tant qu'artiste soi-même, ça fait du bien de suivre ce que font les copains, mais ça fait du bien aussi de partager que le fait qu'on aime bien ce que fait un tel ou une telle. Et de se dire, ton dessin là, il était vraiment super top, vas-y, c'est trop bien, je vais le partager en story, comme ça, je vais le montrer à mes proches et tout. Ça encourage, ça participe au fait de se dire, mais je le fais pas pour rien en plus, parce que ce que je fais, ça résonne auprès des autres. Les gens le partagent, les gens l'envoient aux autres et à leurs proches, ça fait du bien. Et ça, c'est un truc que tout le monde peut faire, même ceux qui ne sont pas créatifs. Si vous aimez bien une image d'un artiste ou d'une artiste que vous suivez, partagez-le. Parce que non seulement vous lui donnez de la force, mais en plus vous partagez peut-être le message qu'elle essaye de passer. C'est du tout bénef. Et ça prend qu'un clic de le mettre sur une story ou de faire un post ou d'en faire une critique. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps de poser un like, de partager en story et de mettre un petit commentaire, même si c'est juste un petit emoji cœur, tu vois. Ça fait du bien. Ça fait toujours du bien. Donc ouais, soutenez les artistes que vous aimez. Et ça peut faire que du bien aussi au métier de montrer qu'on aime ce métier. Et en plus de tout ça, ça permet de développer aussi son empathie pour les artistes. Là, je parlais vraiment aux gens qui ne comprennent pas, je pense pas qu'ils soient sur ce podcast, mais si jamais vous en connaissez, qui sont vraiment insensibles au métier de l'illustration et qui se disent vraiment que ce métier, c'est un métier de crève-la-faim, partagez-leur ce passage-là, parce que moi, je vais leur demander à ces gens-là de développer un peu leur empathie pour les artistes. Et de se dire que si le mot artiste leur fait peur, de le remplacer par un autre nom de métier, et qu'ils verront que c'est un peu la même chose. Que ça a ses pénibilités, que ça a ses complexités et que c'est pas simple à vivre. Ça a ses moments de joie, mais ça a ses moments de difficiles. C'est un métier. C'est pas tous les jours la panacée, c'est pas tous les jours la joie, mais c'est pas tous les jours non plus l'enfer sur Terre. C'est un métier. C'est un truc qu'on fait pour gagner notre vie. C'est un truc qu'on fait pour se sentir vivant,
C'est un truc que l'on fait pour aider les autres, mais s'aider soi-même. Alors oui, effectivement, on fait des dessins. Mais les dessins, c'est tellement primordial, il y en a tellement partout. Chaque objet est designé, chaque textile est designé. Les packagings de vos produits sont pensés, designés, dessinés. Les séries, les films que vous consommez sont storyboardés, il y a du concept art. Les livres et les BD que vous lisez ne sortent pas tout cuit tout seul d'une intelligence artificielle. Il y a des gens derrière qui réfléchissent, qui se disent qu'est-ce que je vais mettre dedans ? Qu'est-ce que je vais mettre dedans pour que ça résonne, que ça me fasse du bien, mais qu'en plus derrière ça résonne aux gens. Et même plus loin, quand vous allez chez le médecin et que vous voyez les petits fascicules, là, vous savez, les fascicules qu'on lit jamais d'ailleurs. Les petits fascicules sur arrêtez le tabac, faites attention à votre poids, prenez soin de vous, bougez, etc. Il y a des visuels dedans et ces visuels sont réfléchis. Alors évidemment, c'est pas toujours dessiné, c'est de la photo, c'est du graphisme, etc., etc. Mais il y a toujours un acte créatif derrière. Il y a toujours une manière de se dire comment ça va fonctionner pour que le message passe. Et c'est de la création en soi, ça. Donc aux gens qui se disent vraiment oh, c'est bon, ouais, les artistes là, arrêtez de pleurer un petit peu, hein, vous faites des dessins, c'est bon, c'est pas nécessaire à la vie. Bah si, en fait. Moi, je le dis haut et fort, c'est nécessaire pour une bonne société qui va bien d'avoir des gens qui s'autorisent à être créatifs. On peut être bon ou mauvais, on s'en fout. C'est de s'autoriser à l'être. Et sincèrement, je pense que si vous regardez plus loin, mais ça méritera un autre épisode à part entière, tous les jours on fait preuve de créativité pour réussir quelque chose. La créativité, c'est pas que du dessin, la créativité, c'est plein de choses. C'est une sorte de mot parallèle pour l'ingéniosité, si vous voulez. Mais avec un petit grain de folie, un petit truc qui fait du bien, quoi. Un petit truc qui est un peu différent, quoi. Donc oui, soyez un peu empathique envers les artistes. Écoutez-les et avant de les juger, essayez de vous mettre à leur place et de se dire « Ok, d'accord, je comprends, je suis pas artiste, je suis de tel ou tel métier, mais je juge que illustrateur, c'est pas... Voilà, je m'en fous un peu de ce métier, quoi. » Essayez d'être empathique et de vous dire « Ah ouais, mais par contre, là, un tel ou une telle a fait de la BD, mon fils ou ma fille adore ça, moi-même, quand j'étais gamin, j'adorais la BD. Ah ouais, mais alors attends, comment on fait une BD, en fait ? Ah, ça prend autant de temps. Waouh, pourtant, je la lis en 30 minutes, quoi. Et ça demande parfois 2 ans. Ah, et puis attendez, il y a une avance sur salaire, ça veut dire il ne gagne... une avance sur droit, ça veut dire qu'il ne gagne pas tout de suite de l'argent avec. Ah, et il gagne de l'argent que si c'est réédité, réimprimé. Ah ouais, d'accord, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Bah oui, c'est beaucoup plus compliqué parce que tous les métiers sont compliqués, ou tous les métiers ont leurs difficultés. Et encore une fois, hein, le but de tout ça, c'est pas non plus de vous dire « Ah, vous êtes des méchantes personnes, hein, vous êtes vraiment pas empathiques. » Non, 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 le but, c'est justement de vous encourager à être empathique et de vous dire que c'est pas grave si jusque-là vous l'avez pas été. Mais maintenant, si vous pouvez l'être, essayez. Soyez empathique pour les gens. Soyez empathique. Voilà. Ça passe d'un podcast sur la création et la créativité à un podcast de développement personnel. Soyez empathique. Mais c'est vrai, soyez empathique. Soyez empathique pour les gens autour de vous. Voilà, c'est pas votre métier, mais ça peut vous intéresser. Puis ça peut vous apprendre des trucs. Donc voilà, soyez empathique. Donc voilà, ça va être un peu le but de tout ça lors de cette saison 3. Ça va être de sensibiliser au métier de l'illustration via tous ces petits mythes et fausses croyances que l'on peut s'imposer ou que on nous impose. Et ça va être de déconstruire tout ça pour que ça file un peu plus droit et qu'on se sente un peu mieux dans nos baskets. Parce que, encore une fois, notre société, surtout en ces temps un peu fascisants, ont besoin de nous, ont besoin des métiers de la création. Parce que sinon, ça va très mal tourner. Voilà. C'est très positif, hein. C'est... Wouh c'est la joie, hein. Mais oui, non, soyez empathiques, partagez des choses et nous, les artistes, valorisons notre métier, défendons notre métier. Politiquement, il va se passer des choses là dans les prochains, j'ai envie de dire limite les prochains jours. Et les prochaines années vont être décisives pour les métiers de la création et de la culture. Donc il va falloir qu'on défende notre bout de pain. Et le tout en étant des humains les plus irréprochables possibles. Donc surveillons tout ça, essayons de faire en sorte que ça aille bien. Et on verra ce que ça donne. Mais voilà, illustrateur, c'est un vrai métier.
Bon, essayons dans cette conclusion, parce que oui, l'épisode est terminé, mesdames et messieurs. Essayons de conclure en faisant un petit résumé de tout ce qui s'est dit, parce que ça peut être un petit peu brouillon, comme je vous ai dit, c'est un épisode d'entrée dans cette saison 3 d'Âme d'artiste. Donc, dire qu'illustrateur n'est pas un vrai métier est évidemment faux, hein, je vous le dis depuis tout à l'heure. C'est un mythe ancré depuis longtemps dans nos têtes et dans la société, depuis l'école jusqu'à encore maintenant. Et on s'efforce à cloisonner l'art dans un domaine de grand enfant, là où finalement ça n'a pas trop de logique, puisque énormément de métiers font appel à la création, font appel à l'illustration, font appel au dessin, font appel au concept, et à la créativité dans son ensemble et dans sa pluralité. Les réseaux sociaux et le contexte politique actuel n'aident pas évidemment à améliorer les choses. Donc c'est à nous de faire attention, d'être sensible à certains contenus et de savoir partager des choses qui nous semblent importantes. Mais voilà, comme je le disais, on peut faire des choses pour changer tout ça en soutenant les artistes qu'on aime, en partageant leur travail et en osant partager des choses, en expliquant aux personnes qui propagent ce mythe en quoi elles ont tort, en partageant notre ressenti, notre vécu sur le métier, ou si on n'est pas du tout dans le métier mais qu'on aime et qu'on soutient les artistes, et en expliquant en quoi c'est des métiers qui sont compliqués, parfois pénibles, et qui sont équivalents aux autres métiers dans tous ces domaines, et en se battant pour les droits des créatifs et du monde de la culture, comme ce qui se passe en ce moment par exemple avec la franchise de TVA, ou des pétitions naissent et par la FNAE. N'hésitez pas à contribuer à ces mouvements qui essayent de contrecarrer ces plans politiques qui foutent des bâtons dans les roues. N'hésitez pas, même si vous n'êtes pas dans le milieu et que vous trouvez que ça vous révolte, signez les pétitions par exemple, partagez les documents que vous trouvez, partagez les reels, les stories, les carousels Instagram que vous trouvez, écrivez des articles sur LinkedIn. Bref, faites des choses pour défendre les métiers que vous aimez, de la création, et ça fera un plus grand bien. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part ça ? Là, cet épisode n'avait pas de moment à vous. C'est-à-dire que la grande nouveauté de cette saison 3 d'Âme d'artiste, c'est que vous aussi, vous pouvez avoir la parole dans l'émission. Vu que ça se lance, je n'ai pas eu encore de retour, et c'est normal, mais vous pouvez m'envoyer vos expériences et témoignages à @lutte-ostinato sur Instagram ou par mail à âmedartistepodcast@gmail.com. Toutes les informations seront dans la description de l'épisode, et vous pourrez me contacter, me partager vos ressentis sur l'épisode que vous avez écouté actuellement, ou bien sur les mythes et les fausses idées que vous avez dans votre métier de la création. N'hésitez pas, partagez-le, et peut-être que vous serez dans l'épisode et je vous répondrai en live dans l'épisode. Donc voilà, n'hésitez pas, moi ça me ferait super plaisir d'écouter votre avis et vos retours sur tout ça, et de le partager aux autres. Voilà. Quoi dire de plus ? Allez, essayons de vous teaser sur le prochain épisode. Et le prochain épisode, on parlera d'un mythe aussi bien connu. Il faut avoir un diplôme pour être un vrai illustrateur. Et on va voir que c'est pas du tout le cas. Mais je vous en dis pas plus. La route va être très longue, mes amis, dans cette saison 3 pour essayer de casser tous ces mythes. Et j'en profite encore une fois pour dire que ces mythes, j'essaye de les casser, mais c'est ma vision. Peut-être que vous en avez une différente, et c'est pour ça que je vous réinvite aussi à me partager votre avis, parce que si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, mais allez-y franco, dites-moi ce que vous en pensez et on échange là-dessus. Il n'y a aucun souci, c'est une vision que je vous partage et ce n'est pas une vérité évidemment. J'en profite également pour vous annoncer que je sors ma newsletter Chill Pills. J'en avais parlé dans le teaser de la saison 3, mais j'ai envie de m'essayer à l'exercice de la newsletter qui me permettrait de créer du lien avec vous. Et du coup, ça y est, ça se lance, ça se fait. Chill Pills, c'est dans les bacs. Chill Piece, le principe c'est la petite pilule où je vous donne de mes nouvelles, mais aussi je vous tease un petit peu les épisodes à venir sur le podcast, et j'en profite aussi pour creuser certains sujets que je ne peux pas ou dont j'ai pas le temps d'aborder ça plus amplement via l'outil du podcast. J'en profite également pour vous partager mes recos culturels que j'aime bien. Et bref, c'est une petite tambouille que je fabrique à chaque fois
avec mon petit laboratoire à pilules, histoire de passer un bon moment ensemble et qu'on puisse échanger sur divers sujets. Donc si vous voulez plus d'informations, c'est en description de l'épisode ou sur ma page internet luttostinato.com. Et pour information, j'ai fait une petite erreur, donc petit erratum sur l'épisode d'avant le teaser, où j'expliquais dans la description que la newsletter serait bi-hebdomadaire. Ce ne sera pas le cas, ce sera bimensuel, parce que je n'ai pas le temps d'écrire autant en si peu de temps. J'ai pas envie de me tuer à la tâche. Donc du coup, ça sera en bimensuel, en alternative des épisodes du podcast, histoire que vous ayez toujours un petit peu de lutte ostinato auprès de vos oreilles, mais aussi à lire. Voilà, erratum effectué. Moi, en attendant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous pouvez le liker, le partager à vos proches et le commenter sur Instagram ou sur Spotify. Et si jamais ça ne vous a pas plu, vous pouvez faire la même chose pour me soutenir et manifester votre mécontentement, et en même temps m'envoyer votre avis, histoire qu'on échange plus amplement sur le sujet. Toutes les informations, encore une fois, sont en description de l'épisode, donc n'hésitez pas vraiment à prendre la parole et à m'envoyer votre avis, ça me ferait super plaisir. Moi, en attendant, je vous souhaite encore une fois une très bonne année. Je suis très heureux de reprendre le micro. Votre humble serviteur est très heureux de vous parler à vos charmantes et douces oreilles. Et en attendant, moi je vous dis de prendre soin de vous et de votre âme d'artiste. C'était Lutte. La bise!